Ok. Bonjour à tout le monde, bonjour à Anne Reboul. Merci Anne d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation de venir parler dans cet espace, ce séminaire sur lequel on travaille depuis maintenant une année, qu'on développe avec la publication de la revue Al-Muqarrabat, que tu connais parce que tu nous as toujours soutenus et encouragés et même allé jusqu'à publier dans nos numéros, ce qui nous a fait vraiment honneur. Et puis bien sûr, ce qui a contribué aussi à ce que la revue soit maintenant assez connue dans le milieu scientifique mondial, assez considérée, assez bien respectée, assez, on peut dire, une revue qui est une revue référence même dans le monde arabe. Donc, je tiens avant tout à te remercier de, de nous avoir aidés, encouragés, soutenus et d'avoir surtout accepté ce matin de venir parler et de faire part un peu de ton expérience, ton savoir aux étudiants, doctorants, universitaires, puisque ce séminaire est dédié surtout aux étudiants, doctorants, universitaires maghrébins, nord-africains et arabes, et européens et du monde entier, bien sûr. Et on aura peut-être l'occasion de trouver parmi les auditeurs ce matin des jeunes qui vont t'écouter, ils vont beaucoup apprendre. Et je serai, je dis pas un jeune parmi eux, mais quand même, je serai toujours à l'écoute de ce que tu fais parce que vraiment, je trouve très intéressant puisqu'il allie deux ou trois domaines de recherche qui sont un peu les sciences du langage, l'étude du langage, les arts, l'esthétique, la philosophie de l'art et surtout la philosophie du langage. Et voilà, l'année par exemple où tu as Anne soutenu ta thèse, c'était en 84, je crois, dans le domaine des sciences du langage à l'école des hautes études euh, en sciences sociales, sous la direction de Oswald Ducrot. C'était en 84, c'était l'année où j'étais en première année philo. Et donc, je commençais mes études de philo en Tunisie. Et avant de partir, de voyager, et en France, j'ai eu la chance, qui devient de nos jours rare, difficile, malheureusement, j'ai eu la chance de faire ce voyage. J'ai- J'avais cette année en France de reprendre mes études, bien sûr, de philosophie à Amiens, ensuite à Paris 1, Paris 4. Donc, c'est l'année 84, c'est l'année où tu as soutenu ta thèse dans le domaine des sciences du langage. Mais ensuite, tu as soutenu une thèse quelques années plus tard, je crois, à Genève, Oui, et tout sous la direction de Milligan, qui est une des références reconnues, philosophie de l'esprit du langage. Et tu as travaillé depuis sur la métaphore et sur la fiction. Donc, c'est la question de la fiction et de la métaphore qui est l'une, qui représente vraiment des questions phares aujourd'hui dans la recherche, était toujours votre préoccupation essentielle. Donc, à partir, tu as fait ton habilitation en 92 sous la direction de Kleiber et oui. à l'Université de Strasbourg. Et depuis, tu t'es lancé, bien sûr, dans le travail d'enseignement, de recherche, notamment la recherche au CNRS. Et actuellement, bien sûr, depuis l'année 2021, tu es une chercheur, une directrice de recherche confirmée au CNRS, et notamment au laboratoire de psychologie cognitive. Et tu es aussi rattaché à l'université Aix-Marseille. Et tu diriges, bien sûr, tu as la tête d'un groupe très actif dans le domaine de la cognition, des sciences cognitives, des sciences du langage et de la psychologie cognitive. Et il suffit de regarder ton CV, vraiment voir un peu la richesse de tes contributions dans ce domaine-là, dans ces domaines-là, je dirais. Et puis, bien sûr, la publication. Maintenant, tu étais auteur de plusieurs livres, co-auteur de livres, et bien sûr de chapitres de livres, d'ouvrages collectifs. Tu as édité non, beaucoup de numéros spéciaux dans de revues et d'ouvrages collectifs. Je cite notamment en 92 Rhétorique et stylistique de la fiction,
Nancy, Presse universitaire de Nancy. En 94, tu as coédité avec Jacques Manchler le dictionnaire encyclopédique de pragmatique Paris seul. Et je tiens à citer cet ouvrage référence aujourd'hui qui a été traduit par un groupe de linguistes d'arabisants et de philosophes appartenant à l'université de la Manouba en Tunisie. Et bien sûr, c'est cette traduction en arabe est un élément essentiel de l'outillage de tout chercheur en Tunisie ou dans le monde arabe. Et ça a été traduit en arabe sous le titre de Al-Qamus al-Mawsu'a Tadawliya, qui traduit presque notamment le titre dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Et bien sûr que tu as, avec Jacques Moschler, cédé les droits de traduction au Centre tunisien de trade national de traduction. Et je tiens un petit peu à te remercier pour ce geste de générosité que tu as fait part aux chercheurs, je ne dis pas tunisiens, mais aux chercheurs arabes et aux chercheurs du monde entier. Et vraiment, c'est un geste qui un petit peu qui se continue ce matin avec le fait que tu es avec nous ce matin et pour parler et pour nous donner cette opportunité de discuter avec toi et d'avoir un débat avec toi autour des thèmes clés bien sûr, de ta carrière et de ta recherche. Alors, le titre d'aujourd'hui, tu vas peut-être parler pendant 45 minutes. Après, on aura la possibilité de discuter avec toi en fonction des questions des auditeurs. Donc, le titre de la conférence de Anne Reboul ce matin est Pourquoi la notion de faire semblant n'est-elle pas une bonne solution pour les problèmes des représentations de fiction dans l'art et la littérature? Merci Anne Reboul et c'est à toi la parole. Merci, merci pour cette introduction très généreuse, Hamdi, et merci pour m'avoir invité. Je suis très flattée de faire partie de ce cycle de conférences. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, oui, de la notion de faire semblant et de son application dans la fiction principalement picturale et littéraire. Alors, je vais commencer par une rapide introduction et notamment par une définition qui est une définition approximative parce que c'est une définition tout à fait classique, mais elle a été mise en question ou discutée. Il y a des exceptions, mais dans l'ensemble, c'est une définition qui est juste utile et qui suffit. Donc, l'idée générale, c'est que la fiction, quelque chose est une fiction, une représentation est une fiction quand elle représente des entités qui sont inexistantes, des personnages, des événements, des lieux, des bâtiments, tout ce que vous voulez, voire des êtres fictifs comme des licornes ou les multiples êtres bizarres qui peuplent le monde de Tolkien, par exemple, tout ça, ce sont des fictions. Et l'autre point important, c'est que quand on est face à une fiction, on est par rapport donc à quelque chose qui représente des entités inexistantes, mais qui ne cherche pas nécessairement, en tout cas qui ne cherche pas en général, à vous faire croire que entités existent dans le monde réel. Donc, c'est pas une définition qui est à l'abri de toute critique. Il y a eu des critiques notamment sur le fait que dans une fiction, on peut trouver des personnages historiques. Par exemple, si vous prenez La guerre et la paix, Napoléon est un personnage de La guerre et la paix, et le général russe encore plus qui s'est battu contre lui. Mais c'est une définition qui suffira en fait aux besoins qu'on a aujourd'hui. Alors maintenant, les travaux sur la fiction ont fait la part belle à la littérature, que la littérature soit en l'occurrence populaire, comme par exemple les, euh, les romans policiers, ou qu'elle soit littéraire au sens strict du terme, comme les grands romans du 19e, du 20e et du 21e siècle. Mais elle emprunte évidemment bien d'autres modes. Il y a le mode visuel, comme la peinture, mais elle peut aussi être multimodale, et c'est quelque chose qui dure très longtemps puisque le théâtre est extrêmement ancien. On a l'opéra qui est une forme beaucoup plus récente, mais qui existe quand même depuis le XVIIe siècle, le cinéma et maintenant, bien évidemment, les jeux vidéo qui posent des problèmes spécifiques et dont je ne discute pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais principalement discuter en fait sur la fiction littéraire et la fiction picturale. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à une fiction littéraire, à un roman par exemple, ou à un tableau.
Alors, la fiction littéraire, comme par exemple un roman, ça soulève deux problèmes principaux. En tout cas, c'est la façon dont les philosophes ont abordé la question. Et à la fin, vous verrez que je ne suis pas nécessairement d'accord pour dire que ce sont les deux problèmes principaux, que ce sont des problèmes absolument majeurs. Ce sont des problèmes pour les philosophes parce qu'ils ont une certaine approche du langage qui fait que pour eux, ça pose problème. C'est pas évident que ce soit le problème des gens qui sont en train de lire ou de produire une fiction. C'est quelque chose de différent. Mais enfin, ces deux problèmes principaux, c'est d'abord une question sémantique, quelle est la valeur de vérité d'une phrase dans un texte de fiction? Et une question pragmatique, c'est bien évidemment l'approche shirleyane ici, quel est l'acte illocutionnaire accompli dans une fiction? Alors, la fiction en peinture pose des problèmes différents, ou en tout cas apparemment différents, en partie différents, disons, et les questions vont se poser à trois niveaux différents. Le premier niveau, c'est ce qu'on peut appeler la fiction du support. En 85, Gombrich, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à la fois en histoire de l'art et en philosophie esthétique, qui était spécialiste de la peinture, note que face à une œuvre picturale, nous avons deux perceptions simultanées. Nous percevons l'œuvre dans sa matérialité, c'est-à-dire c'est un panneau de bois, un cadre, une feuille de papier, le plus souvent encadré, quelque chose qu'on peut manipuler, qu'on peut bouger, qu'on peut détruire, etc., etc. Et ça, on le voit, donc on voit la toile. Et d'autre part, on voit de façon transparente, comme si la toile, en fait, n'était pas là et qu'elle ouvrait juste sur autre chose. On voit le contenu de l'œuvre, par exemple, quand dans un portrait, la personne que représente l'œuvre en question. Et la grande difficulté que pose la fiction du support, c'est que, en tout cas la difficulté apparente plutôt, c'est que ces deux perceptions différentes coexistent. En même temps, vous voyez à la fois la toile et ce qu'elle représente, et les deux choses sont là pour vous dans la perception visuelle. Et la question que se pose Gombrich, c'est de savoir comment on peut avoir en fait deux perceptions différentes relativement à la même chose, deux perceptions qui finalement sont un peu contradictoires entre elles, puisqu'une toile par définition c'est bidimensionnel et que ce qu'on voit semble être souvent, le plus souvent, tridimensionnel. Et c'est cette question qui n'existe que si on accepte qu'il y a effectivement deux perceptions simultanées qu'il faut prendre au sérieux, à laquelle il faut répondre relativement à la peinture. Mais ce n'est pas la seule question. Donc voilà, d'abord un exemple. Ça c'est l'exemple typique, le tableau de Magritte qui s'appelle Ceci n'est pas une pipe. Donc un tableau, évidemment, ça n'est pas l'objet qui le représente, et lorsqu'on voit un tableau, on ne voit pas l'objet représenté, on voit une toile. Mais en même temps, on voit l'objet représenté, et c'est ce sur quoi joue Magritte pour produire ce tableau, qui est presque un paradoxe, puisque ceci n'est pas une pipe est vrai, mais en même temps, il est vrai qu'on voit une pipe. Donc, le second problème, qui est un problème très semblable pour le coup à celui qui se pose pour la fiction littéraire, c'est ce qu'on peut appeler la fiction dans le contenu. Quand un tableau ne représente pas quelque chose qui existe ou qui a existé dans la réalité, mais qu'il présente quelque chose qui en fait n'existe pas et n'a pas existé dans la réalité. Et c'est ce qui se passe sur cette toile de Daumier qui représente Don Quichotte et Sancho Panza. Quand il peint ça, il peint quelque chose qui n'existe pas. Don Quichotte et Sancho Panza n'existent pas. Mais donc, de ce fait, le contenu du tableau est une fiction et on est face à un second problème de la fiction dans la peinture. Et on a un troisième problème qui est la fiction dans le modèle. Ici, vous êtes face à un tableau de Rembrandt qui représente, en fait, le titre du tableau, c'est Le fils prodigue au bordel, pour être absolument clair. Et en fait, ce qu'on voit, donc, ce sont deux personnages, un homme et une femme, l'homme en train de lutiner la femme et de boire de la bière, manifestement, dans un grand verre. Et donc, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, ce qui est le cas, c'est que Rembrandt s'est représenté avec son épouse, qui s'appelait Saskia, comme le fils prodigue et la serveuse de bar. Et dans ce cas-là, on est face à un cas dans lequel les modèles n'existent pas, bien évidemment. Les modèles existent, pardon, bien évidemment, mais les modèles ne sont pas les personnages représentés. Et donc, ça pose un problème qui est comment se fait-il que, alors qu'on voit Rembrandt et Saskia, et on est familier de la peinture de Rembrandt qui fait beaucoup d'autoportraits et qui a beaucoup peint sa femme aussi, sa première femme plutôt, eh bien, on doit considérer malgré tout que même si on les reconnaît, ils sont le fils prodigue et une serveuse. Alors, il y a des parentés entre les questions relatives à la fiction dans la littérature et les questions relatives à la fiction dans la peinture. La question de la fiction du support, par exemple, est apparentée pardon, à la question de l'acte locutionnaire qui est accompli dans une fiction littéraire.
c'est quelque chose qui n'est pas totalement dissocié de cette question-là. La seconde question, qui est donc la question de la fiction dans le contenu, fondamentalement, c'est la même question que la question sémantique relativement à la fiction littéraire, c'est-à-dire on représente quelque chose qui n'existe pas. Et enfin, la question de la fiction dans le modèle se retrouve, toute chose étant pareille, est égale par ailleurs, au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Au théâtre, si vous avez des acteurs connus, vous les reconnaissez sur la base du fait que vous les avez vus dans les journaux ou à la télévision ou ailleurs, et en même temps, vous êtes obligé de penser qu'ils représentent tel ou tel personnage, qu'ils sont tel ou tel personnage quand vous les voyez, et c'est vrai aussi bien évidemment à l'opéra ou au cinéma. Alors, vu la parenté entre la question pragmatique et la question du sport d'une part, et entre la question sémantique et la question du contenu, il serait souhaitable évidemment qu'on donne à ces questions des réponses qui puissent s'appliquer dans toutes les modalités qu'utilise la fiction, et que ces réponses donc soient all over the board, qu'elles couvrent l'ensemble du champ. Par ailleurs, il y a des questions qui sont purement transversales, quelle que soit la modalité de la fiction. La question de savoir comment on peut être ému par une fiction ou éprouver des sentiments envers un personnage de fiction, c'est une question qui est complètement transversale aux modalités de la fiction. Elle va se poser aussi bien face à une question littéraire, à une fiction littéraire qu'à un tableau, qu'à une pièce de théâtre, un opéra ou un film. Et on a d'autre part une question qui est une question qui vient d'apparaître de façon relativement nouvelle dans les investigations sur la fiction, mais qui est quelque chose dont on parle en fait depuis beaucoup plus longtemps, à laquelle les gens font allusion depuis beaucoup plus longtemps, sans s'y arrêter, qui est l'immersion. L'immersion, c'est aussi une question qui est transversale aux différentes modalités de la fiction. Alors, c'est quoi, en fait? L'immersion, c'est la sensation phénoménologique que le spectateur-lecteur d'une fiction peut avoir de faire partie, d'une certaine façon, de l'environnement qui est créé par la fiction. C'est-à-dire d'être, dans une certaine mesure, une partie de ce qui existe dans la fiction et d'être, en fait, dans un contact immédiat avec la fiction. L'immersion, elle a été principalement étudiée, de façon assez étrange d'ailleurs, dans les études littéraires, où elle est, pas, où elle est évidemment bien tout à fait présente, mais où elle est peut-être moins évidente que dans un cas dans lequel on a de la multimodalité, avec notamment la vision. Elle a été aussi beaucoup étudiée récemment en psychologie expérimentale, où on a fait carrément des questionnaires qu'on pose aux gens pour voir jusqu'à quel point ils sont immergés dans une fiction et qui permettent en fait de voir que l'immersion n'est pas la même d'une fiction à une autre. Il y a des fictions qui transportent les gens beaucoup plus que d'autres. Alors maintenant, l'analyse qu'on donne de ces deux phénomènes, l'émotion envers une entité fictive et l'immersion dans une fiction, elle dépend largement des réponses qu'on donne aux autres questions qu'on a énumérées précédemment, c'est-à-dire les questions relatives à la littérature et à la peinture. Et ça explique pourquoi ces deux phénomènes transversaux qu'on va retrouver à la fin de cette communication sont cruciaux dans l'évaluation des réponses à ces questions. Alors maintenant, je voudrais passer de façon plus précise à la fiction littéraire. Donc, c'est quoi le problème sémantique? Eh bien, considérons la phrase suivante: Sherlock Holmes habite au 221 bis Baker Street. C'est une phrase qui n'apparaît probablement pas dans l'aventure de Sherlock Holmes, mais qui est quelque chose qu'on peut déduire très facilement des aventures de Sherlock Holmes, qui racontent comment Sherlock Holmes et le docteur, j'ai oublié son nom, mais peu importe, arrivent au 221 bis Baker Street, où ils cohabitent dans un appartement. Et la question qu'on se pose, donc, la question sémantique, c'est de savoir si cette phrase est vraie, si elle est fausse ou si elle est dénuée de valeur de vérité. Alors, on va laisser assez rapidement le problème de savoir si elle est dénuée de valeur de vérité, parce que ce n'est pas un problème extrêmement central, mais il y a deux considérations importantes, évidemment, en faveur de la fausseté, qui sont que Sherlock Holmes n'existe pas et n'a jamais existé, et que même si Baker Street et Londres existent, il n'y a pas de numéro 221 bis dans la rue de Londres qui s'appelle Baker Street. Ces deux considérations, en fait, valent aussi pour argumenter en faveur de l'absence d'une valeur de vérité, tout simplement parce que les présuppositions qui s'attachent aux expressions Sherlock Holmes 220 bis Baker Street ne sont pas réalisées. Alors maintenant, il y a évidemment un contre-argument à l'idée selon laquelle c'est-à-dire Sherlock Holmes habite 221 bis Baker Street, est fausse. On peut comparer 1 et 2, Sherlock Holmes habite au 224 bis Baker Street. Alors on peut considérer que 2 est une phrase fausse au même titre que 1, parce que Sherlock Holmes n'existe pas, tout simplement. Mais elle l'est aussi parce qu'elle contredit une phrase vraie, qui est qu'en fait, Sherlock Holmes n'habite pas au 224 bis Baker Street, mais il habite bien au 221 bis Baker Street. Et on souhaiterait en fait distinguer 1 de 2, ce qui paraît difficile si on considère simplement que les deux phrases sont fausses au même niveau.
Donc on voudrait pouvoir faire cette distinction. Et c'est la raison pour laquelle, en 1978, David Lewis, qui donc est le grand maître de la théorie des mondes possibles, enfin un des grands, mais un des majeurs, disons, a introduit la notion de vérité dans la fiction. Selon lui, les phrases de fiction, et les phrases sur la fiction d'ailleurs, comprennent un opérateur sémantique caché qui est dans la fiction X. Et dans cette optique, un correspond à dans les aventures de Sherlock Holmes, c'est l'opérateur sémantique de fiction, Sherlock Holmes habite au 221 bis Baker Street. Et 2 correspond à dans les aventures de Sherlock Holmes habite au 224 bis Baker Street. Et dans cette analyse, 1 est vrai dans la fiction et 2 est fausse dans la fiction parce que dans les aventures de Sherlock Holmes en fait n'habite pas au 224 bis Baker Street. Alors l'approche de Lewis a 2 dimensions très importantes. L'idée qu'on fait semblant, en fait, que l'auteur d'une fiction fait semblant de décrire quelque chose qui se produit dans la réalité. Donc, la notion de faire semblant est importante dans cette approche, même si elle n'est pas centrale, elle est quand même très importante. Et d'autre part, il y a une dimension intentionnelle qui est celle qui a intéressé plus les gens, qui est le fait que l'opérateur de fiction est un opérateur intentionnel qui renvoie à un ou à plusieurs mondes possibles. L'idée générale, c'est qu'il y a au moins un monde possible où la fiction est vérité et où donc quelqu'un raconte cette histoire comme une réalité et que l'auteur fait semblant de raconter cette histoire à travers la personne qui, dans le monde possible en question, raconte ce qui s'est passé effectivement. Et d'autre part, suivant, et ça c'est un truc assez important parce que on a déjà noté très souvent qu'on peut faire des inférences sur ce qui se passe dans une fiction qui vont au-delà de ce qui est dit dans la fiction. Suivant la proximité ou la distance entre ce monde possible et le monde réel, il y a des phrases qui sont vraies dans la fiction sans être explicitées dans la fiction. Par exemple, puisque Sherlock Holmes, dans les aventures de Sherlock Holmes, est supposé être un être humain, on peut supposer que Sherlock Holmes a un foie, un cœur, un poumon, etc., enfin 2 poumons même, etc., etc. Mais ce qui va être important pour nous principalement, parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est donc la dimension de faire semblant ou de feintise qui est supposée être centrale à la fiction. Alors maintenant, passons à l'autre grand problème qu'on voit relativement à la fiction littéraire, qui est quel est l'acte illocutionnaire accompli dans une fiction. Supposons que tous les énoncés d'une fiction correspondent à des phrases affirmatives, ce qui est évidemment totalement faux et ce qui ne se produit dans aucune fiction. Mais néanmoins, supposons que c'est le cas. Dans ce cas-là, on s'attend à ce qu'il s'agisse d'actes illocutionnaires d'assertion, puisque selon la théorie des actes de langage, en fait, une phrase, un acte illocutionnaire d'assertion est marqué par le fait qu'il est exprimé par une phrase affirmative. La théorie des actes illocutionnaires est une théorie très conventionnaliste, et donc il y a des conventions qui sont soit des conventions grammaticales, soit des conventions lexicales, les performatives par exemple, et qui nous disent de quel acte illocutionnaire il s'agit quand on est face à un énoncé. Le problème, c'est que bien évidemment, la condition de sincérité, qui est que le locuteur doit croire à la vérité de la proposition qu'il asserte, n'est pas remplie. L'auteur d'une fiction ne croit pas que la phrase qu'il est en train de produire et qui décrit quelque chose qui ne s'est pas produite est vraie. Donc, l'acte accompli dans une fiction n'est pas un acte illocutionnaire d'insertion, et ça nous ramène à la première question, quel est l'acte illocutionnaire accompli dans une fiction? Alors d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un acte illocutionnaire spécifique à la fiction? Et si on répond positivement, il faut bien voir qu'il y a 2 conséquences. La première conséquence, vu la conventionnalité des actes illocutionnaires, c'est qu'il y aurait un langage spécifique à la fiction. Et la seconde conséquence, c'est qu'il y aurait une attitude propositionnelle spécifique à la fiction. Et aucune de ces conséquences n'est réellement vraisemblable. Donc, Searle a proposé en 1975 une solution alternative. Il a proposé que l'auteur d'une fiction, par exemple d'un roman, prétend, sans avoir l'intention de tromper son interlocuteur, qu'il fait un acte d'assertion. La possibilité de cet acte de prétendre, il dépend de la suspension des règles de l'assertion, notamment la condition de sincérité, et cette suspension des règles de l'assertion, elle est tout simplement due au fait que vous êtes face à une fiction. Donc les règles de l'assertion ne s'appliquent plus. Et le seul acte de langage accompli n'est pas un acte illocutionnaire, c'est un acte d'énonciation, donc il n'y a pas d'acte illocutionnaire dans la fiction. Et Searle continue en disant qu'en prétendant, sans avoir l'intention de tromper, de référer à des entités fictives, donc des entités qui n'existent pas, l'auteur les crée. Et de façon parallèle, le lecteur prétend croire qu'elles existent, et il peut donc y référer dans un discours sérieux sur la fiction, comme par exemple en disant
que Sherlock Holmes habite au 221 bis Baker Street. Et Searle note quand même que l'auteur doit obéir à une règle de cohérence dont dépend la plausibilité de la fiction, c'est-à-dire qu'il ne doit pas raconter des choses qui sont complètement contradictoires d'une page à la suivante. Donc on a deux approches de la fiction littéraire qui sont deux approches différentes et qui portent sur des points différents et qui se rejoignent, ceci dit, sur une idée très importante qui est l'idée que l'auteur d'une fiction fait semblant, prétend, sans intention de point tromper, de produire une assertion ou de décrire une réalité pour Lewis. Et l'idée qui est explicite au moins chez Searle, que le lecteur d'une fiction littéraire fait semblant de croire à la vérité de ce qu'il lit. Donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est effectivement toujours la notion de faire semblant. Alors, dans quelle mesure cette solution, qui est basée sur la notion de faire semblant, peut s'appliquer dans d'autres modalités, et notamment pourrait-elle s'appliquer à la peinture? Donc passons maintenant à la peinture. Et là, on a une contribution très importante, qui est la contribution de Walton, qui est venue nettement plus tard, puisqu'elle est venue en 1990. Et Walton a tracé, en fait, il a repris l'idée du faire semblant, mais il a essayé de lui donner une sorte d'ancrage psychologique et il a tracé une continuité entre ce qui se passe pour la fiction picturale, parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à la peinture d'abord, et le jeu de faire semblant dans l'enfance. Alors, il prend l'exemple qui est un exemple typique, qui est peut-être l'exemple qui traîne le plus dans la littérature sur ce genre de choses. Une mère prend une banane, elle se sert de la banane comme d'un téléphone, donc elle la tient dans son... C'était à l'époque où on n'avait pas encore de téléphone portable. Enfin, elle la tient devant son oreille et sa bouche, elle fait semblant de parler dedans, et l'enfant prend une autre banane et fait la même chose. Donc l'enfant, la mère et l'enfant sont engagés dans un jeu de faire semblant. Chacun d'entre eux prétend qu'il est en train de téléphoner et probablement en train de téléphoner à l'autre. Alors, selon Walton, la fiction, c'est simplement une forme de faire semblant, une forme du jeu de faire semblant. Les entités fictives n'existent pas plus que les bananes ne sont des téléphones, mais elles existent dans le jeu de faire semblant parce que nous faisons semblant qu'elles existent. Et il intend ça à la peinture, et ce qu'il dit, c'est que quand nous voyons un tableau, par exemple un portrait, nous ne voyons pas une personne, nous voyons une surface plane avec des marques de pigments dessus, mais dans le jeu de faire semblant, nous voyons une personne. Donc en fait, nous faisons semblant de voir une personne. Par exemple, si vous regardez le portrait que Rembrandt a fait de son épouse, Saskia, vous ne voyez pas Saskia, vous ne voyez pas non plus une femme, vous voyez une surface plane avec dessus des touches de pigments, vous faites simplement semblant de voir une femme ou de voir Saskia. Et de la même façon, lorsque vous regardez le tableau de Daumier qui représente Don Quichotte et Samson Panza, vous faites semblant de voir Don Quichotte et Samson Panza. Et enfin, quand vous regardez le fils prodigue de Rembrandt, vous faites semblant de voir le fils prodigue lutinant une serveuse, plutôt que de voir une surface plane avec des touches de pigments représentant Rembrandt et Saskia. Alors Walton, pour étayer sa théorie, en fait, va faire une comparaison assez large sur pas mal de choses. La première chose, c'est un tableau, par exemple le portrait de Saskia par Rembrandt. La deuxième chose, c'est un jeu de vers-semblant où deux enfants se promènent dans une forêt et décident que les soudages d'arbres sont des ours. Donc quand ils voient une souche d'arbre, ils partent en courant et en appelant au secours, ou ils montent sur des arbres, ou etc. etc. Bon. Et la deuxième chose, ce sont des nuages, c'est une comparaison qui traîne depuis très longtemps dans la littérature sur la peinture. Ce sont des nuages qui évoquent divers objets, des bateaux, des avions, des animaux, etc., etc. Et enfin, la quatrième chose, c'est un roman, par exemple, La guerre et la paix de Tolstoï. Alors, quelles sont les différences et les similarités entre ces différents éléments? La toile, les souches, les nuages et le roman induisent un certain état mental chez le spectateur-lecteur. Ni les souches ni les nuages ne sont des artefacts, bien évidemment, donc ils n'ont pas pour fonction de représenter quoi que ce soit. Par contre, la toile et le roman sont des artefacts, et des artefacts dont la fonction est de représenter respectivement Saskia et les événements décrits dans La guerre et la paix. Alors, il y a un critère de correction, et là-dessus, c'est un point sur lequel Walton insiste et sur lequel on peut considérer qu'il a fait un apport important. Ce qu'il fait remarquer, c'est que relativement à la toile, aux souches et au roman en tout cas, le spectateur-lecteur n'a pas une entière liberté quant à l'état mental produit. Il y a un critère de correction. Dans le jeu de faire semblant, évidemment, le critère est lié à la décision des enfants, qui ont décidé que les souches sont ou comptent comme des ours. Mais dans le cas du roman et de la toile, on peut se demander de quoi il dépend. Et là, Walton introduit une nouvelle notion
qui est la notion d'accessoire. Il emprunte à ce qui se passe sur une scène de théâtre la notion d'accessoire. Et quand, sur une scène, quand un personnage a un poulet rôti pour déjeuner, ce qui est sur la table est un poulet en plastique. Autrefois, c'était un poulet en plâtre, mais ça ne change pas grand-chose au problème. C'est un accessoire, en fait, qui représente le poulet rôti. C'est pas, évidemment, un poulet rôti réellement. Et selon Walton, dans le jeu de faire semblant, les souches sont utilisées comme des accessoires pour figurer des ours. Et de la même façon, et là pour le coup c'est beaucoup plus large, La guerre et la paix dans son ensemble, les 1800 pages de La guerre et de la paix, est un accessoire dans un jeu de faire semblant où le lecteur fait semblant de croire le contenu linguistique que le contenu linguistique qu'on lui propose représente une réalité. Et enfin, l'accessoire, que le portrait de Saskia Paromande, intervient dans un jeu de faire semblant, où le spectateur fait semblant de voir ce que représente le tableau, en l'occurrence une femme, et s'il est un peu plus cultivé que ça, Saskia. Alors, dans le jeu de faire semblant enfantin, la fonction de l'accessoire elle est stipulée par les participants. Une banane compte comme un téléphone, une souche compte comme un os. Dans le jeu de faire semblant où les accessoires sont des artefacts représentatifs, comme par exemple une toile ou un roman, le lecteur-spectateur fait semblant de voir ou de croire ce que l'artefact lui représente. Dans le premier cas, le critère de correction, c'est la stipulation par les enfants, et dans le second cas, c'est le contenu de la représentation tel qu'il est perçu par le spectateur-lecteur. Donc on a deux théories qui préconisent l'une et l'autre l'utilisation de la notion de faire semblant, de prétendre ou de feindre, qui sont trois choses qui, en fait, finalement, quand on les regarde de près, s'équivalent dans les écrits des gens, pour résoudre les problèmes que suscite l'affection. Donc la théorie de Searle concerne à la fois la production et la réception dans la fiction littéraire, celle de Lewis aussi probablement, et la théorie de Walton est orientée, elle, plus spécifiquement vers la réception des œuvres picturales. Mais les unes et les autres affirment que la réception de la fiction, littéraire ou picturale, repose sur le fait que le spectateur-lecteur fait semblant de croire ou fait semblant de voir ce que l'œuvre représente. Alors maintenant, on va passer à quelques problèmes que rencontre cette théorie, en tout cas des problèmes qui, moi, me semblent importants. Et le premier problème que je trouve absolument central et sur lequel personne apparemment ne se pose de questions, les gens acceptent ces deux expressions comme étant totalement transparentes, alors que pour moi, je l'avoue, elles sont complètement opaques. Le premier problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire de faire semblant de croire et qu'est-ce que ça veut dire de faire semblant de voir. On semble penser que c'est évident et transparent, mais ça me paraît beaucoup moins évident et transparent qu'on ne veut bien le dire. Alors, si on revient à la notion de faire semblant de croire, qui est donc la notion centrale relativement aux fictions littéraires, selon l'analyse de Searle, le lecteur des aventures de Sherlock Holmes croit que Sherlock Holmes n'existe pas. Il ne croit pas, mais il fait semblant de croire que Sherlock Holmes existe. Il ne croit pas, mais il fait semblant de croire que Sherlock Holmes habite au 221 bis Baker Street. Il ne fait pas semblant de croire, mais il ne croit pas que Sherlock Holmes habite au 224 bis Baker Street. Alors pourquoi est-ce que ça pose un problème? Le problème, c'est que finalement, on a une seule réelle attitude propositionnelle qui est ne pas croire ou croire faux relativement à la fois à 1 et à 2. Donc, la symétrie qu'on avait décidée entre 1, Sherlock Holmes habite au 221 bis Baker Street, et 2, Sherlock Holmes habite au 224 bis Baker Street, semble perdue. Là, on peut objecter que ce qui distingue 1 et 2, c'est le fait que le lecteur fait semblant de croire 1, mais ne fait pas semblant de croire 2. Le problème, c'est que faire semblant de croire et ne pas faire semblant de croire, ce n'est pas une attitude propositionnelle, de la même façon que faire semblant d'asserter n'est pas un acte locutionnaire. Et dans ce cas-là, on peut se demander comment est-ce qu'on peut distinguer 1 et 2 si on s'appuie simplement sur la notion de faire semblant de croire. Searle propose précisément que ce soit le fait de faire semblant de croire 5, c'est-à-dire Sherlock Holmes existe, et 1, Sherlock Holmes habite au 221 bis Baker Street, qui fait de 1 une proposition qui exprime une proposition vraie, et de 2, une proposition 2, c'est donc Sherlock Holmes habite au 224 bis Baker Street, une phrase qui exprime une proposition fausse. Mais ça ne va pas du tout de soi. Si pour préserver un échange courtois avec un supporter de Donald Trump, je fais semblant de croire que Trump a gagné les élections américaines en 2021 et que les démocrates lui ont volé sa victoire, ça ne veut pas dire pour autant que je crois que Trump a gagné en 2021 et que les démocrates lui ont volé sa victoire. Qui plus est, il n'est pas du tout évident que quand on parle de faire semblant de croire pour la fiction, on soit effectivement dans un acte comme le fait de produire une assertion sur quelque chose. On a l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus
de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus évanescent, de beaucoup plus difficile à cerner, de beaucoup plus évanescent que ça. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit supposer que faire semblant de croire n'a pas les mêmes conséquences dans la fiction et hors de la fiction. Si je fais semblant de croire hors de la fiction, ben mon Dieu, je fais semblant de croire, mais ça ne veut pas dire que je crois quoi que ce soit. Tandis que si je fais semblant de croire dans la fiction, malgré tout, ça va avoir un impact sur ce que je crois réellement. Soit accepter que 1 et 2 sont des phrases qui expriment l'une et l'autre des propositions fausses et fausses pour la même raison. Et la seconde solution, évidemment, a pour conséquence qu'il ne peut pas y avoir de phrases vraies ou fausses sur la fiction. Alors la première solution pourrait fonctionner si on associe, comme l'a fait Lewis, à la notion de faire semblant l'idée d'un opérateur caché, c'est-à-dire d'un opérateur de fiction qui nous dit dans la fiction X, etc., telle proposition est vraie. Mais c'est pas tout à fait évident qu'on puisse appliquer cette solution à toutes les phrases, vraies ou fausses d'ailleurs, sur la fiction. Par exemple, si je dis Anna Karenine est plus courageuse qu'Emma Bovary, on peut d'abord discuter pour savoir si c'est vrai, mais au-delà de ça, on pourrait proposer qu'on a quelque chose comme dans Anna Karenine est plus courageuse que Emma Bovary n'est courageuse dans Madame Bovary. Ça devient déjà beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, et c'est pas évident que ça veut dire la même chose que ce que je voulais dire quand je disais qu'Anna Karenine est plus courageuse qu'Emma Bovary. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il en est si je dis, par exemple, Anna et Emma sont deux femmes adultères? C'est certainement vrai dans les deux fictions, mais est-ce qu'on va ajouter dans Anna Karenine, Anna est une femme adultère, et dans Madame Bovary, Emma Bovary est une femme adultère? Peut-être, mais là aussi, ça commence à devenir extrêmement lourd et pas complètement convaincant. Du côté pictural, je crois que le problème se pose beaucoup plus directement. Qu'est-ce que ça veut dire faire semblant de voir? Un problème tout à fait évident, c'est que voir n'est pas un acte intentionnel. Vous ne pouvez pas choisir de voir ou de ne pas voir quelque chose. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous allez voir, si ce n'est que vous pouvez regarder quelque chose plus longtemps qu'autre chose. Vous pouvez détourner le regard. Mais si vous êtes face à quelque chose, vous le voyez et vous ne choisissez pas de le voir ou de ne pas le voir, vous le voyez, point. Autant on peut faire semblant de croire à la vérité d'une proposition, par exemple en produisant un énoncé qui exprime cette proposition, autant on ne comprend pas très bien à quel type d'action correspondrait un acte de faire semblant de voir. Est-ce que, par exemple, un acte de faire semblant de voir consisterait à aller essayer de prendre quelque chose dans le tableau? Mais clairement, ce n'est pas ça du tout que Walton a en tête. D'autre part, l'approche de Walton prétend résoudre à la fois et de la même façon le problème de la fiction du support, celui de la fiction comme contenu, et celui de la fiction du modèle. Et si on laisse provisoirement de côté la question de savoir ce que serait un acte de faire semblant de voir, il semble difficile d'ignorer la différence entre ces trois types de problèmes. Et en fait, l'examen de cette différence permet d'avancer vers des solutions qui sont vers une ou des solutions nécessaires. Alors, si on regarde, qu'est-ce que c'est que le problème de la lecture du sport? Donc, c'est d'avoir deux perceptions visuelles simultanées du même objet. Et ce problème, c'est que si on essaye de les décrire, on va obtenir deux énoncés incohérents, pour ne pas dire contradictoires entre eux. Par exemple, l'objet que j'ai sous les yeux est un tableau encadré, et l'objet que j'ai sous les yeux est une femme, Saskia. Si l'objet que j'ai sous les yeux est le même objet dans les deux cas, on a l'impression effectivement qu'on est face à quelque chose d'incohérent. Et il faut bien insister, contre Gombrich d'ailleurs, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'ambiguïté visuelle, et c'est bien pour ça que le problème se pose. Il y a bien effectivement cette double vision des choses. Et dans le cas d'un tableau, l'usage d'un opérateur de fiction qui modélierait ces deux phrases ne paraît pas être une solution attrayante. Il ne semble pas non plus pouvoir avoir la même forme que celui qu'il peut avoir dans la fiction littéraire, ce qui est peu surprenant puisqu'il ne s'agit pas de faire semblant de croire, mais de faire semblant de voir. Par exemple, si on dit dans le portrait de Saskia, l'objet que j'ai sous les yeux est une femme, c'est un énoncé, à mon avis, un peu bizarre, raison pour laquelle il y a un point d'interrogation devant la phrase. On devrait plutôt avoir quelque chose comme lorsque je regarde le portrait de Saskia, lorsque je regarde le portrait de Saskia, l'objet que j'ai sous les yeux est une femme. Mais il est parfaitement clair que si le préfixe a cette forme, il s'applique également à 8, c'est-à-dire lorsque je regarde le portrait de Saskia, l'objet que j'ai sous les yeux est un tableau encadré. Et dans ce cas, si 8 et 9 sont vrais simultanément, l'opérateur de fiction paraît complètement inopérant. À quoi sert-il? Donc le même problème se pose pour la fiction dans le contenu. Lorsque je regarde le tableau de Daumier, je peux dire à la fois que je vois un tableau encadré et que je vois Don Quichotte et Sancho Panza. Et ces deux phrases expriment des propositions vraies. Alors de nouveau, dans ce cas-là, la notion de faire semblant semble inutile, puisqu'il est vrai que je vois deux choses différentes à la fois. Dans la fiction du modèle, qui est la seule finalement où le faire semblant s'applique vraiment bien,
Les personnages représentés sont basés sur des modèles. Comme dans le tableau de Rembrandt, le fils prodigue, où Rembrandt et Saskia servent de modèle au fils prodigue et à la serveuse. Et dans ce cas-là, je peux dire, l'objet que j'ai sous les yeux est, ou je vois, un tableau encadré. Ou je peux dire, l'objet que j'ai sous les yeux est, ou je vois, Rembrandt accompagné de sa femme Saskia. 12 et 13 sont des propositions vraies. Mais par contre, est-ce que 14 est vrai aussi simplement que 12 et 13? L'objet que j'ai sous les yeux est, ou je vois, le fils prodigue en train de luciner une serveuse. C'est loin d'être évident. Et la raison pour, pour laquelle ça n'est pas évident, c'est parce que précisément, 13 exprime une proposition vraie à cause de ma familiarité visuelle avec Rembrandt et Saskia, familiarité qui est due aux nombreux autoportraits de Rembrandt et aux nombreux portraits qu'il a fait de sa femme. La raison pour laquelle 14, par contre, n'exprime pas une proposition vraie de façon simple, comme le fait 13, c'est précisément parce que 13 est vrai. Je sais que Rembrandt n'est pas le fils prodigue et je sais que Saskia n'est pas une serveuse dans un bar mal famé, et donc il y a une tension entre 13 et 14. On remarquera que ce problème de la fiction dans le modèle ne se produit que lorsqu'il y a une tension entre notre reconnaissance visuelle du modèle et notre acceptation du modèle comme le personnage. Lorsque nous ne reconnaissons pas le modèle, le problème disparaît complètement. Par exemple, si vous regardez ces deux tableaux, qui sont évidemment de l'iconographie chrétienne à gauche, c'est Saint-Sébastien peint par Ribera. Clairement, Ribera avait un modèle, c'est un tableau extrêmement réaliste. En fait, on reconnaît Saint-Sébastien sans se poser le problème de la fiction du modèle, simplement parce qu'on ne reconnaît pas du tout le modèle comme étant quelqu'un qu'on connaît ou avec lequel on a une familiarité visuelle, et parce qu'on sait que Sébastien a été un des martyrs chrétiens qui ont été tués, notamment avec un arc et des flèches. Et à droite, c'est le tableau de Caravage qui est un tableau très connu, qui représente David tenant la tête de Goliath, un épisode de la Bible. Et en fait, on sait quels sont les modèles de ce tableau, mais on n'a pas de familiarité visuelle avec eux. Et donc, on voit de façon assez transparente, si on connaît l'épisode, on voit de façon assez transparente, on reconnaît facilement dans le tableau le fait que c'est David qui tient la tête de Goliath. Alors, le problème se pose exactement de la même façon, en fait, dans certaines fictions multimodales, comme le cinéma, le théâtre ou l'opéra. Si on va voir le film Madame Bovary de Claude Chabrol, où Isabelle Huppert, qui est une actrice française extrêmement connue, incarne Emma Bovary, on voit sur l'écran Isabelle Huppert et pas Emma Bovary. Et donc, on a de nouveau ce problème de la fiction du modèle. Alors en fait, c'est dans la fiction du modèle qu'on peut trouver le parallèle le plus convaincant avec le jeu de faire semblant. De la même façon que dans le jeu de faire semblant, une banane compte comme un téléphone ou une souche compte comme un ours, dans le fils prodigue, Rembrandt compte comme le fils prodigue et Saskia compte comme une serveuse. Et dans Madame Bovary, le film de Chabrol, Isabelle Huppert compte comme Madame Bovary. Dans la fiction du modèle, donc, la notion de faire semblant s'applique. Dans la fiction du support et dans la fiction du contenu, par contre, elle rencontre une difficulté, et la question c'est de savoir pourquoi. Et là, on va revenir à ce qu'on se constatait au début, parce que lorsque je regarde le portrait de Saskia, il est vrai simultanément, comme l'ont noté Gombrich et Wollheim aussi d'ailleurs, que je vois un tableau et je vois une femme. Et lorsque je regarde le tableau de Daumier, il est vrai simultanément que je vois un tableau et je vois Don Quichotte et Samson pour ça. Il est vrai aussi que dans le premier cas, je n'ai pas le choix de ne pas voir Saskia, et dans le second, je n'ai pas le choix de ne pas voir Don Quichotte et Sancho Panza, si j'ai une certaine familiarité avec Don Quichotte et Sancho Panza. Alors maintenant, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au départ, à savoir le fait que les deux points importants relativement à la fiction et à toute théorie de la fiction, c'est de savoir si ces théories de la fiction vont être capables de rendre compte de deux phénomènes importants que sont l'immersion et les émotions relatives à la fiction. Alors, l'explication du fait qu'on peut éprouver des émotions relatives à des entités fictives dépend des réponses que l'on donne aux autres questions soulevées par la fiction. Si on adopte une analyse en termes de faire semblant, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Et la réponse de Walton, c'est Walton qui est celui qui a essayé de faire le lien entre les théories du faire semblant et les émotions qu'on peut éprouver relativement à une fiction. Seul ne s'est pas penché sur la question et Lewis non plus. La réponse de Walton passe par la notion de quasi-émotion. Ce qu'il dit, c'est que face à une entité fictive, le spectateur-lecteur n'éprouve pas des émotions, mais des quasi-émotions. Alors, l'idée générale, c'est que hors de la fiction, lorsqu'on éprouve une émotion, de la pitié, de la colère, de la peur, face à un individu ou à un événement, on peut décider d'agir, aider l'individu, essayer d'empêcher l'événement, faire un don, militer, appeler les forces de l'ordre, etc. Donc on a un moyen d'agir sur ce qui se passe. Lorsqu'on éprouve une émotion relativement à une fiction,
on est totalement impuissant. On ne peut pas intervenir pour changer les événements d'une fiction, précisément parce que les événements d'une fiction sont totalement indépendants de la réalité dans laquelle on est. Et donc, l'idée d'une quasi-émotion, par contraste avec une émotion, c'est précisément de pouvoir expliquer à la fois comment on peut avoir une émotion relativement à des événements à la vérité desquels on ne croit pas, et de rendre compte de l'impuissance dans laquelle on est d'agir face à ces événements. Mais en même temps, la notion de quasi-émotion paraît aussi mystérieuse que la notion de faire semblant de croire ou que la notion de faire semblant de voir. Si on a une quasi-émotion, est-ce qu'on fait semblant d'être ému? Et de nouveau, comme ressentir une émotion n'est pas un acte intentionnel, qu'est-ce que ça veut dire de faire semblant d'être ému? Je peux pas choisir de faire semblant d'éprouver de la pitié face à quelque chose si je n'éprouve pas de pitié face à quelque chose. Je ne sais même pas ce que ça veut dire de faire semblant d'être ému, en fait. Donc, c'est vraiment, ça veut dire qu'en fait, les théories du faire semblant ne sont quand même pas bien placées pour faire face au problème des émotions relatives à la fiction. Quant à l'immersion, l'immersion, donc, c'est un phénomène qui est connu depuis toujours. C'est le fait d'avoir l'impression, quand on est face à une fiction, d'être une partie prenante de la fiction d'une façon ou d'une autre. Et c'est un phénomène qui, par contre, n'a vraiment été étudié que récemment. Jusque-là, on le mentionnait, mais on passait très vite dessus, largement parce que personne n'avait beaucoup d'idées sur la façon dont on pouvait en parler. Et il n'a été étudié, en fait, principalement que dans les études littéraires et en psychologie cognitive, pas tellement relativement à la peinture. Mais on peut se demander dans quelle notion, la notion de faire semblant, peut rendre compte de ce phénomène de sensation d'être immergé dans une fiction. Et si on définit l'immersion comme la sensation de faire partie d'une fiction, dans l'environnement créé par une fiction, les notions de faire semblant de croire ou de faire semblant de voir peuvent-elles expliquer le phénomène? Alors en fait, si on en croit Searle, dans la mesure où la création d'un environnement fictif correspond au fait pour l'auteur de faire semblant d'asserter et pour le lecteur de faire semblant de croire à la vérité des propositions exprimées, on pourrait supposer que oui, on ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ça voudrait dire, mais enfin on pourrait supposer que oui. Ou, alternativement, on pourrait proposer, finalement, sur le modèle de Walton, de dire que plutôt que d'immersion, il s'agit d'une quasi-immersion. Le problème, c'est que ces deux possibilités rencontrent toutes les difficultés que rencontre l'application de la notion de faire semblant à l'ensemble des questions relatives à la fiction. C'est-à-dire que ce sont des possibilités qui, finalement, posent le problème plutôt que de le résoudre. Il est aussi important de noter que le degré d'immersion est variable selon les œuvres et selon les spectateurs-lecteurs, et ça a été montré de façon tout à fait claire par les études psychologiques qui ont étudié l'immersion dans les fictions littéraires sur la base de questionnaires qu'on fait passer aux gens. On leur donne un texte de la fiction relativement court, et ensuite, on leur demande de répondre à un certain nombre de questions, et ensuite, on fait le total et on voit si effectivement, d'une fiction à l'autre, on a le même taux d'immersion entre les gens et entre les textes, bien évidemment. Donc, il y a une variabilité, et cette variabilité, elle est difficile d'expliquer à partir de la notion de faire semblant, parce que la notion de faire semblant, elle s'applique all over the board, c'est-à-dire il n'y a pas faire semblant dans un cas et pas dans l'autre. À partir du moment où on est face à un roman ou à un tableau, il faut faire semblant de croire ou de voir, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le degré d'immersion ne serait pas le même? Pourquoi est-ce que l'immersion n'aurait pas la même intensité d'un individu à l'autre ou d'une œuvre à l'autre? Et la même question, bien évidemment, se pose pour les émotions. Il y a des fictions, dans toutes les modalités de la fiction, qui semblent émotionnellement relativement inopérantes et qui ne suscitent pas d'émotion chez le spectateur-lecteur, si ce n'est probablement l'ennui, mais ça n'est pas face à une entité fictive, c'est face à l'œuvre elle-même. Et un facteur additionnel, c'est que tant les émotions relatives aux entités d'une fiction que l'immersion dans cette fiction vont dépendre de façon non négligeable de la culture du spectateur-lecteur. Par exemple, on a produit énormément de romans de chevalerie entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, et évidemment, on ne lit pas les romans de chevalerie de la même façon avant et après avoir lu Don Quichotte. Donc, je pense que pour les lecteurs de la fin du XVIIe, après la lecture de Don Quichotte, les romans de chevalerie ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur attractivité et probablement beaucoup de leur possibilité de faire surgir des émotions ou de faire naître un sentiment d'immersion. Donc, il ne semble pas évident du tout, en tout cas à mon avis, c'est pas du tout évident. Et je ne suis pas la seule à le penser maintenant, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent cette vision des choses, que la notion de faire semblant soit la panacée universelle dans le domaine de la fiction. Tout au plus, elle s'applique de façon relativement satisfaisante
à la fiction du modèle, qui est une question qui finalement est assez marginale et qui n'est pas centrale dans la fiction. Et donc, en conclusion, je voudrais revenir au point de départ, donc c'est à la fois la conclusion et la fin, en fait, j'essaie de trouver une solution quand même à tous ces points. Et donc, je vais revenir au point de départ et je voudrais revenir à qu'est-ce que c'est que la grande question relative à la fiction. Et je ne crois pas une seule seconde que la grande question relative à la fiction, ce soit la question sémantique, à savoir quelle est la valeur de vérité d'une proposition exprimée dans une fiction. La grande question relative à la fiction, c'est de savoir pourquoi les êtres humains, partout et depuis toujours, sont des consommateurs de fiction. Pourquoi est-ce que partout, on a raconté des histoires dont on savait en général qu'elles n'étaient pas vraies, ou dont on savait qu'elles étaient des légendes, etc., etc. Et pourquoi c'est quelque chose qui court tout au long de l'histoire de l'humanité, et quel que soit le degré de civilisation, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme. La modernité, il faut bien le remarquer, n'a rien changé à cet état de choses. Elle l'a probablement aggravé, tout simplement parce qu'on a un peu plus de temps de loisirs dans la modernité que précédemment, et que donc, pour un certain nombre de gens, en tout cas, il y a plus de temps à gâcher, le cas échéant, si on peut dire gâcher, en consommant de la fiction plutôt qu'en faisant des choses directement utiles. Donc pourquoi est-ce que les êtres humains continuent à dédier une part non négligeable de leur temps à la consommation de fiction? Alors en fait, une réponse possible et à mon avis extrêmement probable, passe par les phénomènes liés à la fiction que sont l'immersion et les émotions relatives à la fiction. Je propose donc que la bonne façon d'aborder la fiction, c'est de partir de ces phénomènes plutôt que de considérer qu'on va les expliquer par ailleurs et dans un second temps, et notamment de partir de l'immersion pour ensuite répondre aux autres questions. Et je voudrais commencer par partir de l'immersion dans les œuvres picturales. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Précisément parce que c'est, à mon avis, face aux œuvres sculpturales que la notion de faire semblant est la moins convaincante. Comme je le disais, on ne sait pas ce que ça veut dire de faire semblant de voir. Et donc, ce qui est intéressant, puisque finalement, la grande question de la peinture, c'est on voit quelque chose et on voit deux choses à la fois. On voit à la fois l'œuvre dans sa matérialité et de façon transparente ce que représente l'œuvre. C'est intéressant d'en revenir à ce qu'on peut dire de la vision, en fait, et de la façon dont fonctionne la vision, et notamment la vision humaine. Et en Gibson qui était un psychologue cognitif qui a énormément travaillé sur la perception visuelle, qui a été un des grands spécialistes de la perception visuelle, en 86, a introduit dans un livre qui s'appelle Approche écologique de la perception visuelle, la notion précisément d'une approche écologique de la perception visuelle. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'un individu percevant est sensible à sa propre existence dans un environnement persistant, et également à ses propres mouvements relativement à l'environnement, ainsi qu'aux mouvements des objets et des surfaces non rigides relativement à l'environnement. Le terme sensible, et là c'est une précision qu'il donne, ça correspond à une saisie immédiate de l'information, qui est ensuite traitée cognitivement, mais ça ne correspond pas nécessairement à une conscience explicite de la chose, ni à un raisonnement explicite. En fait, ce qu'il dit là, c'est grosso modo que la perception visuelle normale, c'est une immersion dans un environnement qu'on va saisir visuellement, et qu'on va saisir visuellement, entre autres, en bougeant dans cet environnement. Et il poursuit en disant, l'approche écologique de la perception commence par le flot visuel de l'observateur, qui marche d'un point de vue à l'autre, tourne autour d'un objet intéressant, et peut l'approcher pour le scruter, en extrayant les invariants qui sous-tendent la structure de changement de perspective, et en voyant les connexions entre les surfaces visibles cachées et cachées. Donc, la perception normale, elle correspond à l'immersion de l'observateur dans son environnement. On remarquera que si le déplacement accroît la connaissance que l'observateur peut avoir de cet environnement, la connaissance visuelle que l'observateur peut avoir de cet environnement, il ne conditionne pas entièrement la perception visuelle. Gibson n'est pas en train de dire que si vous êtes paralysé et si vous êtes condamné à passer votre vie sur une chaise ou sur un lit, vous n'allez pas percevoir votre environnement. Vous continuez à percevoir visuellement votre environnement, même si votre exploration de cet environnement est limitée. Donc on peut avoir une perception visuelle normale, mais limitée, dans un environnement dans lequel on n'est pas entièrement immergé physiquement, c'est-à-dire immergé physiquement dans le sens où on peut se déplacer dedans et agir dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans une œuvre d'art? Supposons que vous êtes face à une œuvre d'art, que cette œuvre d'art est suffisamment prenante, qu'elle a les qualités qu'il faut pour que vous soyez immergé dans l'œuvre d'art. Eh bien, le spectateur qui est immergé dans une œuvre d'art, il est immergé en fait dans deux environnements à la fois. L'environnement réel, qui est l'environnement dans lequel il est physiquement présent et il voit un tableau, et l'environnement alternatif, qui est l'environnement dans lequel il est aussi immergé, bien qu'il ne soit pas physiquement présent, bien évidemment, et où il va voir Saskia, donc il saute sans son penseur, etc., etc. Et l'immersion liée à une œuvre d'art,
C'est donc une expérience alternative dans le sens où elle n'est pas liée à l'environnement dans lequel le spectateur est physiquement présent, est un agent physiquement présent, mais dans le sens où elle est liée à un environnement dont le spectateur est visuellement conscient. Si vous regardez par exemple ce tableau de Caravage qui s'appelle L'incrédulité de saint Thomas, et dans lequel c'est un tableau qui m'a toujours fait une relative horreur, je dois dire, parce que ça n'est pas un tableau extrêmement agréable à regarder. Et vous voyez saint Thomas, qui est donc le personnage sur la droite de l'écran, qui est en train de mettre le doigt dans la plaie du Christ. Et en fait, on a vraiment l'impression d'être dans le tableau, à côté de ces gens-là, et de s'approcher et de les voir faire ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'immersion? L'immersion dans un environnement alternatif, elle est déclenchée, elle est contrôlée par un élément du monde réel qui est l'œuvre d'art. Elle dépend ontologiquement de l'œuvre d'art. Si vous n'avez pas l'œuvre d'art, vous n'aurez pas l'immersion et vous n'aurez même pas d'ailleurs la vision que représente l'œuvre d'art. L'œuvre d'art dans l'environnement réel détermine ce que le spectateur perçoit dans l'environnement alternatif. On a vraiment besoin des deux environnements à la fois. L'immersion visuelle dans un tableau, il dépend de la vision qu'a le spectateur de ce que représente le tableau, et le degré d'immersion va dépendre en fait d'un certain nombre de caractéristiques du tableau et aussi d'un certain nombre de caractéristiques du spectateur, et notamment de sa culture, entre autres, mais pas uniquement de sa culture visuelle. Il n'y a donc pas de place pour un quelconque acte de faire semblant de voir, et il n'y a pas besoin d'un quelconque acte de faire semblant de voir. Quant à la séparation entre l'environnement alternatif, c'est-à-dire fictif, et l'environnement réel, elle dépend de l'existence et de la perception de l'environnement réel, la matérialité du tableau. Loin d'être un problème, la dualité de ces deux perceptions visuelles est la garantie de leur indépendance mutuelle. Et en fiction littéraire, on peut se demander si on peut avoir la même chose, puisqu'après tout, on pourrait penser que le problème de la fiction littéraire est radicalement différent de celui que pose la perception d'une œuvre picturale. Mais en fait, ce n'est que partiellement vrai. Dans un cas, il s'agit de perception visuelle, certes, et dans l'autre de compréhension linguistique, mais dans la mesure où il n'y a pas de langage de la fiction, pas plus que la vision que représente un tableau ne nécessite de capacités visuelles particulières ou de faire semblant de voir, la compréhension d'un texte littéraire ne nécessite de compétences linguistiques particulières. Si vous savez votre langue, si vous savez lire et écrire, vous pouvez lire un roman et donc ça va marcher. Dans le cas d'un roman, la représentation que se fait le lecteur de ce qui est raconté, ben en fait, elle dépend du roman. Sans le roman, le lecteur n'y a pas accès. Et la représentation qu'il a de ce que raconte le roman est donc ontologiquement dépendante de l'existence du roman. Le roman a une existence matérielle dans l'environnement où le lecteur existe physiquement, et cette existence matérielle détermine la représentation de ce fait le lecteur de ce qui est raconté. L'immersion du lecteur dans le récit et ses émotions par rapport aux entités fictives dépendent de la représentation que se construit le lecteur de ce que raconte le roman, qui lui-même contraint cette représentation et dépend bien évidemment de nouveau de la qualité du roman et des spécificités du spectateur. Il n'y a pas de place pour un quelconque acte de faire semblant de croire et il n'y en a pas non plus besoin. Et la séparation entre la fiction et la réalité, elle dépend du fait que le lecteur lit un roman, une fiction, et qu'il le sait. Loin d'être un problème, la dualité des représentations, je lis un roman ou une fiction et Sherlock Holmes habite au 221 bis Baker Street, garantit leur indépendance mutuelle. Et donc, il n'y a pas de problème réel relativement à ça. Et je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Merci Anne pour cette conférence vraiment très intéressante qui allie la philosophie du langage, sémantique, sémiotique, je dirais bien, histoire de l'art, parce qu'il y a une analyse très pointue des œuvres d'art, lecture, etc. Essayons de comprendre, de rentrer dans l'étoile et d'essayer un petit peu de reconstituer leur sens aussi. Et bien sûr, de la linguistique, parce qu'il y a tout un travail sur des notions clés en linguistique et surtout en pragmatique. Et je tiens vraiment à saluer ce travail ce matin qui nous a vraiment, personnellement, qui m'a beaucoup enrichi, m'a beaucoup appris. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions. De mon côté, j'ai quelques-unes, bien sûr, à te poser, mais je ne veux pas profiter du fait que je suis coordinateur. Je vais laisser la parole. Alors, je ne sais pas à qui je peux m'adresser mes questions, aux philosophes du langage, à celle qui a longtemps travaillé dans le domaine des sciences cognitives ou de la psychologie cognitive, ou à la sémioticienne, parce que ce matin, je découvre en toi des, des analyses sémiotiques d'un niveau persien très élevé. Mais je suis tout à fait
Je suis tout à fait, ça me réjouit énormément parce que je m'essaye un petit peu toujours d'écouter comme ça des exposés qui se restent pas confinés dans une spécialité, mais au contraire qui cherchent un peu à ouvrir les concepts, donner aux chercheurs, donner un outillage très varié. Et je tiens vraiment à te remercier parce que c'était vraiment bien fait. Euh, alors, je sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ici Yannick ou Saber, etc. Donc, nous avons une professeure de littérature roumaine, je crois, Iași, Madame Steluca, je crois. Si vous voulez intervenir, profitez pour poser des questions. Euh, alors, j'ai envie de... J'aimerais bien poser une question, est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je suis doctorante en littérature classique et ça m'a trop intéressée. Et j'ai une question par rapport au faire semblant, par rapport à la fiction. Est-ce que c'est un rapport plutôt psychologique qu'on fait se faire semblant? Ou c'est la réflexion qu'on a améliorée les acquis de compétences qu'on a acquis nous fait passer par faire semblant d'avoir des émotions. Je prends l'exemple, par exemple, souvent on regarde un film, on a envie de pleurer. On sait bien que c'est un film, mais on a quand même l'envie de pleurer, on pleure. Donc là, se faire semblant, est-ce que du côté philosophique, est-ce que c'est une émotion qu'on a vraiment acquis et qu'on fait semblant d'être là avec le personnage en se rappelant des souvenirs qui sont passés dans notre vie, ou c'est un fait semblant, un effet psychologique qui n'est pas trop expliqué. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. C'est clair, merci. Je prolonge votre question en disant, quelle est la différence entre ce que tu appelais l'immersion et par exemple l'identification ou la cristallisation qu'on trouve par exemple chez Stendhal, cette notion de cristalliser le bien-aimé, etc. Alors, je pense que ce sont deux questions différentes, parce que l'immersion, c'est dans l'ensemble de l'univers de la fiction. L'identification, c'est souvent par rapport à un personnage spécifique, par rapport aux autres personnages. On ne s'identifie pas en général à tous les personnages d'une fiction. Si on s'identifie, souvent c'est à un personnage spécifique à un moment donné de l'action, mais pas nécessairement tout le temps, ni à tous les personnages. Donc l'immersion, c'est plus large, disons. Mais c'est quand même un peu, dans tous les cas de figure, que ce soit l'immersion, les émotions, ou l'identification, c'est un peu le même volet de cette approche, disons, euh, émotionnelle de la fiction, qui est probablement la raison pour laquelle nous lisons de fiction. Hein. C'est, à mon avis, c'est pour ça qu'on lit de fiction. Enfin, c'est une des motivations principales. C'est pas la seule, mais c'est une des motivations principales. Alors maintenant, pour répondre, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que c'est vraiment ça la différence entre l'identification et l'immersion. L'immersion, c'est que tu as vraiment l'impression d'être dans l'univers de la fiction. Il y a, si tu regardes par exemple au cinéma, tu as des modes de filmer qui font que tu vas être beaucoup plus immergé visuellement en fait dans l'univers du film que d'autres. Par exemple, si tu filmes comme si tu étais le spectateur de la chose, c'est différent de si tu as plusieurs caméras, que tu passes d'un point de vue à l'autre, etc., etc. Donc il y a des aspects formels des œuvres de fiction qui vont faciliter l'immersion, qui est quand même plutôt quelque chose qui tient à la perception de la chose que simplement à l'identification. L'identification, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui est spécifique à un personnage et qui, on s'identifie pratiquement jamais à tous les personnages d'une fiction. On peut s'identifier à plusieurs personnages successivement, mais rarement à tous les personnages. Et donc, c'est assez différent. Et d'autre part, l'identification, par contre, comme l'immersion et comme les sentiments, dépend aussi de la forme d'un livre. Par exemple, si tu prends un livre comme Madame Dalloway, qui est de Virginia Woolf, qui est écrit entièrement du point de vue du personnage qui est Madame Dalloway, tu t'identifies à Madame Dalloway tout simplement parce que tu n'as pas le choix. Tu es le personnage dans une certaine mesure. Tout ce qu'on te raconte, c'est le point de vue du personnage, et donc tu n'as jamais un éclairage extérieur sur ce qui se passe. C'est toujours en fait ce que voit, ce que sent, ce que pense Madame Dalloway que tu vas avoir et rien d'autre. Donc ça joue un rôle. Maintenant, pour en revenir à la question
de Madame Mestesser, c'est alors moi je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a de faire semblant dans la fiction. Je ne pense pas qu'on fasse semblant de quoi que ce soit quand on est face à une fiction. Je pense que c'est beaucoup plus que le rapport à la fiction est beaucoup plus direct et beaucoup plus immédiat que ça. Donc, je pense qu'en fait, et d'autre part, on a des travaux en neuropsychologie qui montrent, enfin en neurosciences plutôt, pas en neuropsychologie, qui montrent que quand on est face à une fiction, avec des capteurs différents de battements cardiaques, de sudation sur la peau, etc., tout un tas de marqueurs dont on connaît comme étant des marqueurs de l'émotion, on peut montrer qu'en fait, on a exactement les mêmes émotions face à un récit qui est présenté comme un récit objectif ou face à un récit qui est présenté comme une fiction. Donc on a exactement les mêmes réactions physiologiques, donc c'est bien la même chose de façon très profonde. Mais les gens vont dire qu'ils n'ont pas que leurs sentiments sont moins forts face à une fiction que face à quelque chose qui est présenté comme une réalité. Donc, on a quand même quelque chose qui est extrêmement clairement semblable quand on lit une fiction ou quand on lit quelque chose qui est le rapport de quelque chose de réel. Quand on voit, par exemple, on a présenté à des gens des images qui pouvaient être heureuses ou malheureuses, qui étaient souvent malheureuses, qui étaient quelquefois des images de violence. Et si on leur dit ça, c'est des images qui ont obtenu le prix du meilleur maquillage dans un film d'horreur ou quelque chose de genre, où ça, ce sont des images de corps après un accident de voiture, eh bien, on va voir que les gens vont dire qu'ils ont beaucoup moins d'émotions face aux images qu'on leur présente comme fictives, ce sont les mêmes images, hein, et face à celles qu'on leur présente comme réelles, mais en fait, physiologiquement, leurs réactions sont exactement les mêmes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais enfin, en tout cas, la notion de faire semblant ne semble pas intervenir. Ce qui intervient, c'est que les gens ont une sorte de recul par rapport à leurs émotions quand ils supposent qu'ils sont face à une fiction par rapport à quand ils supposent qu'ils sont face à la réalité. Mais ça ne veut pas dire que les émotions elles-mêmes sont différentes. Les émotions semblent être exactement les mêmes d'un point de vue physiologique. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, est-ce qu'on peut distinguer les fictions? C'est-à-dire la fiction littéraire, c'est pas d'autres fictions. Par exemple, il y a des fictions à prendre au sérieux, même dans la vie des gens ou des sociétés. Les fictions, par exemple, quand on dit le paradis est une fiction, c'est-à-dire c'est pas comme on dit, ou même il y a ce qu'on appelle la conception fictionnaliste des mathématiques. Ils disent les mathématiques n'ont aucun rapport avec elles. Ce sont finalement, c'est un peu la thèse sur laquelle j'ai travaillé avec Pascal Angel, c'est dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'était que les mathématiques n'ont aucun rapport avec la réalité, au contraire, elles sont fausses. Et c'est de la fiction, on peut dire, de la fiction, mais on ne cherche pas l'utilité des mathématiques, enfin, l'utilité des mathématiques, etc. C'est pas dans le fait d'être vrai ou tout ça. Il n'y a pas de vérité en mathématiques. Mais c'est une fiction utile, à prendre au sérieux. Et quand on fait des sciences. La fiction du paradis ou de l'enfer, ce sont des fictions qui pèsent lourd dans nos croyances, par exemple en tant que musulman, en tant que chrétien, etc. Et est-ce qu'on peut distinguer entre les fictions? C'était un peu distinguer fiction Alors, religieuse, c'est-à-dire finalement la croyance qui appuie, etc., de la fiction littéraire, et on peut vraiment regarder le phénomène de croyance autrement. Alors, oui, en fait, une chose intéressante pour ça, c'est de regarder ce qui se passe quand quelque chose qui, à une certaine époque, a été prise pour une croyance religieuse, disons, et relu à notre époque comme évidemment une fiction. Par exemple, si tu prends l'Iliade, dans l'Iliade, il y a cet épisode extraordinaire où Thétis, qui est une jeune femme qui était donc une Troyenne, qui a été enlevée par les Grecs et donnée en cadeau d'abord à Achille, oui, à Achille, et ensuite Agamemnon, qui est le roi, décide de prendre Thétis parce qu'elle est très belle, Briseis, pardon, parce qu'elle est très belle à Achille et de se l'adjuger. Et Achille rentre sous sa tente et les guerriers grecs subissent les pires défaites face aux Troyens.
Et en plus, bon, et Briséis, en fait, est la fille du grand prêtre d'Apollon, qui est un peu plus loin sur une autre île, et qui vient et qui demande qu'on lui rende sa fille. Et Agamemnon refuse de la lui rendre. Et là, il y a une peste qui s'abat. Enfin bon, bon. Tout ça, évidemment, si tu es un grec qui vit grosso modo à l'époque où les croyances religieuses grecques étaient encore bonnes, c'était conçu comme une forme de réalité, disons. On considérait qu'effectivement, Apollon était intervenu avait frappé Agamemnon pour son impiété face à lui. Et donc, que les Grecs, si tu lis ça maintenant, tu lis ça avec ou sans compassion pour Achille ou pour Agamemnon ou pour Briseis, qui après tout est la victime dans l'histoire. Mais tu lis certainement pas ça comme le récit de quelque chose qui a pu avoir une réalité quelconque. Donc ça fait partie des choses qui changent, c'est-à-dire que des choses qui étaient prises à certaines périodes comme des réalités, comme des histoires qui sont des histoires vraies, sont considérées à d'autres périodes comme n'étant plus des réalités. Par exemple, pour prendre un autre exemple, c'est le grand truc des créationnistes américains, c'est comment tu expliques que tu as des fossiles qui clairement remontent à des millions d'années, et quand le monde est supposé avoir été créé il y a 6000 ans d'après la Bible. Ben, en fait, il faut admettre que là, la Bible probablement se trompe assez lourdement et que peut-être il faut la prendre avec un peu plus de distance qu'on a bien voulu la prendre jusque-là. Bon, ou tu peux décider que tu ne crois pas du tout, ce qui est un peu ma façon personnelle de voir les choses, mais bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux, donc je suis probablement pas bien placée pour en parler. Mais enfin, en tout cas, le gros problème, c'est évidemment toujours le fait que des choses qui sont vues comme des réalités parce elles sont dans la croyance religieuse des gens à un certain moment, vont cesser d'être vues comme des réalités et vont être vues comme des fictions. Des choses qui étaient des mythes fondationnels, qui étaient pris au sérieux par les gens, en fait, sont considérés maintenant, quand tu parles d'un mythe, tu sais que ça avait un caractère religieux, pour autant, tu ne crois pas une seule seconde que le mythe est vrai. Pas plus que les gens ne croient réellement que le monde est posé sur les épaules d'une tortue géante ou d'un éléphant qui est posé lui-même sur une tortue géante, qui elle-même repose sur toute une série de tortues géantes. Bon, la plupart des gens ne croient pas ça, même si ça peut être une image amusante ou séduisante ou tout ce que tu veux. Donc, que quelque chose soit une fiction ou pas une fiction, ça change au cours du temps. En fait, ce qui est intéressant peut-être, c'est de regarder les choses qui se présentent comme des fictions d'emblée, qui ne sont pas des choses qui ont supposé raconter des réalités religieuses ou quoi que ce soit, mais qui se présentent comme des fictions d'emblée. Et là, on a quand même quelque chose qui dure depuis très longtemps, qui est l'idée selon laquelle les fictions, finalement, jouent un rôle éducationnel. C'est quelque chose qui traîne depuis Philip Sidney, c'est le 17e anglais, qui a été un des premiers à exprimer ça de façon détaillée, disons. Mais ceci dit, en même temps, ça a commencé avant. C'est pas le premier à en parler. Je crois qu'on avait déjà ça chez Horace, qui est un poète latin. Donc, et tu peux trouver ça probablement chez Aristote. La vision d'Aristote de la mimésis, c'est quand même quelque chose qui est plus sophistiqué que le refus platonicien d'approcher la fiction autrement qu'avec des passettes, disons. Donc, ça fait très longtemps qu'on pense que les gens en fait, peuvent apprendre beaucoup de choses en lisant des fictions. Moi, j'ai tendance à penser que c'est vrai, et j'ai tendance à penser que c'est vrai précisément parce que quand tu lis une fiction, tu ne fais pas semblant de quoi que ce soit, tu lis quelque chose qui, même si tu sais que ça ne correspond pas à une réalité, t'éclaire quand même sur certains aspects de la façon dont d'autres gens voient la réalité. Et ça, c'est important. Et moi, je sais que j'ai passé, en 2010, en 2009-2010, j'ai passé 6 mois au Japon. Je suis partie 10 jours avant le tsunami. Et, Bon, oui, c'était par hasard, mais ça s'est bien trouvé. Même si à l'époque, j'avais beaucoup de remords parce que je me disais, j'abandonne le Japon juste au moment où les malheureux Japonais sont en difficulté, ce qui ne m'a pas, ce qui n'était pas un sentiment agréable. Mais en même temps, je sais que moi, j'avais toujours lu des romans japonais, il y a une très belle littérature japonaise, mais avant d'aller au Japon, j'ai fait une sorte de session de lecture de romans japonais beaucoup plus importante que ce que j'avais fait jusque-là, juste pour avoir une idée de où j'allais dans un pays quand même très radicalement différent sur la culture, etc., etc. Et ça me paraît être tout à fait clair que ce que fait la fiction, en tout cas, si elle ne fait rien d'autre,
c'est de te permettre de lire des livres qui sont écrits par des gens qui peuvent vivre dans des pays très lointains, avec des réalités physiques très, très différentes, de vie physique et de vie quotidienne très différentes, et en fait, t'éclairer sur le fait que ces gens-là sont extraordinairement proches. Ils sont très différents, mais ils sont aussi très proches. Et ça, c'est une chose que fait la fiction et que la littérature, et que font, ou d'ailleurs le cinéma, ou les peintures, ou etc., etc. Et qu'il est très difficile d'avoir par ailleurs. C'est pas le genre de connaissances que tu vas avoir autrement. Et ça te donne à la fois des notions de proximité et de distance humaine qui sont quelque chose qu'on n'a pas nécessairement si on ne lit pas de fiction, si on ne regarde pas de la fiction. Donc voilà. Merci beaucoup. Je confirme tout à fait. Par exemple, quand on revient à la fiction Conte de mille et une nuits de Shahrazad, ça a une valeur thérapeutique pour le roi lui-même. Et c'était aussi, à l'époque, peut-être, c'était une source d'inspiration pour beaucoup d'Européens qui ne retrouvent pas toutes ces images par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour et tout ça qu'on trouvait dans ce Conte de mille et une nuits. Donc, c'était à la fois sa valeur pédagogique, on peut dire, éducative, mais aussi thérapeutique, parce que finalement, on a un roi qui est malade et que le fait de lui raconter des fictions, ça l'a aidé à la fin à se débarrasser de ce complexe et de redevenir quelqu'un de De bien bien. aussi, de bien aussi. Et c'est une femme qui l'a fait, ça a beaucoup en plus fait avancer peut-être dans le monde les choses par rapport à la situation des femmes et par rapport, etc., Il faut juste savoir une du chose. mal, au pouvoir du mal, à la dictature du mal. Il faut savoir une chose. En fait, on parle toujours de lecteurs, mais 70% des lecteurs sont des lectrices. Les femmes lisent beaucoup plus que les hommes. C'est très étonnant, mais c'est vrai. Ouais. Et elles ne Mais lisent on raconte que, c'est-à-dire Tolstoï lui-même exploitait sa femme parce que c'était elle qui lui écrivait ses romans. Et, pas. Ça, je sais pas si j'ai vu sur autre chose. Ça peut être vrai, hein. Il y a quelques romans contemporains d'ailleurs qui racontent ça, hein. Il y a quelques livres contemporains qui sont très drôles. Il y en a un qui s'appelle The Wife, qui est par Meg Wolitzer, qui est Paul Wolitzer, oui, qui est un bon auteur, un bon auteur américain, et qui raconte l'histoire comme ça d'un mec qui arrive à avoir pratiquement, je ne sais plus s'il a le prix Nobel, mais enfin, on n'en est pas loin. Et puis, il meurt d'une crise cardiaque en recevant le prix Nobel. Et il s'avère, au bout du livre, on finit par comprendre que c'est sa femme, en fait, qui a écrit tous les livres, mais que c'est lui qui a eu tous les honneurs. Donc, Oui. Et certainement, oui. ça peut s'être produit, hein. Je ne dis pas que ça ne s'est pas Ouais. produit. Alors, juste un point de détail, c'est-à-dire dans l'exemple, tu as montré un tableau du Caravage que j'adore, hein, j'aime beaucoup le Caravaggio, je trouve ça très, c'est-à-dire on fait pas assez comme commentaire sur son art et sur sa vie parce que c'était vraiment tout à fait, il s'est impliqué dans son art. Donc le tableau David et Goliath, la tête qui est décapitée, c'est la tête du Caravage lui-même. Donc c'est Le un point de détail qui appuie un peu ta façon d'analyser un peu. modèle, mais le problème, c'est qu'on a très peu les seules images qu'on a de Caravage sont deux autoportraits, celui-là, et il y en a un autre dans lequel je crois qu'il s'est représenté aussi comme Holoferne dans le tableau Judith coupant la tête d'Holoferne. Donc on reste quand même dans des images très violentes. Et, Et le- et je termine rapidement parce que je donnais la parole à nos amis qui sont avec nous. C'est-à-dire comment on peut exploiter, comment toi tu as pu exploiter l'esthétique wittgensteinienne, c'est-à-dire la notion de voir comme. Alors, moi, je crois pas. Alors, la notion de voir comme, moi, j'ai toujours l'impression avec toutes ces notions, la notion de voir comme, c'est une notion qui a été exploitée notamment par Gombrich et aussi par Wolheim dans une large mesure, qui effectivement considère que dans un tableau, quand tu vois de façon transparente, c'est-à-dire quand tu vois ce que représente le tableau et pas le tableau lui-même dans sa matérialité, c'est une forme de voir comme. C'est-à-dire que c'est comme quand tu vois dans une tache au plafond, de moisie au plafond, un visage, ou etc., etc. Comme les gens il y en a de plus en plus, c'est un peu inquiétant, qui voient dans un toast brûlé la figure du Christ, etc., etc. Il y en a un par semaine en Amérique. Les Américains peuvent produire ce genre de choses. Et ils doivent avoir de très mauvais toasters. Mais enfin, ceci dit, le fait est que l'idée, c'est que quand tu vois quelque chose qui n'est pas là. Bon, très bien. Mais en fait, fondamentalement, si tu regardes ce qui se passe en psychologie de la perception, le voir comme, ça n'existe pas.
Le voir comme, c'est juste voir. C'est-à-dire que ton cerveau, parce qu'on oublie toujours le rôle extraordinaire du cerveau dans le fait de voir les choses. On voit les choses parce que le cerveau, à partir de l'image rétinienne, évidemment, l'image rétinienne joue un rôle important, hein, on ne va pas le nier, mais c'est le cerveau qui te permet de voir derrière. Si tu n'as pas le cerveau derrière, qui reconstitue assez largement en fait l'image, tu n'as pas l'image. Et normalement, si on n'avait pas de cerveau, on aurait une image rétinienne au milieu de laquelle il y a un trou, parce que c'est l'endroit où tu as le nerf optique. Et donc, il y a un point aveugle qui fait d'ailleurs que les gens un peu grands ont tendance à se prendre les poutres parce qu'ils ne les voient pas. Elles sont en fait euh, dans le trou en question. Et donc, leur cerveau restitue tout le reste, mais pas la poutre, parce qu'il n'est pas dans le. Donc c'est assez. Le cerveau, en fait, est la chose qui te permet de voir. Et elle te permet de voir à partir d'images qui sont beaucoup moins précises que ce dont on a l'impression, quand précisément à cause du cerveau qui te permet de reconstituer tout le reste. Et donc, le cerveau, il l'interprète. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois un truc et tu penses que c'est quelque chose, et puis quand tu t'approches, tu t'aperçois que non, c'est pas ça, c'est autre chose, mais la forme ressemble ou la couleur ressemble, et ton cerveau, donc on a déduit que c'est cette chose-là, et tu as fortement induit à penser que c'est cette chose-là. Et c'est ça qui se produit avec le voir comme. C'est ça, c'est pas autre chose. Et donc, c'est pas une manière de voir particulière, c'est juste la façon dont fonctionne la vision, précisément parce que l'interprétation joue un grand rôle dans la vision. L'interprétation cérébrale des données de la perception rétinienne joue un grand rôle, en fait, dans la vision. Donc c'est pas, je vois, si tu veux, je vois bien pourquoi les gens à l'époque se sont posé la question, parce qu'on en savait quand même beaucoup moins à l'époque sur la façon dont fonctionne la vision, mais je pense que ce sont des notions dont on n'a pas réellement besoin. On n'a pas besoin de ça, ni pour expliquer pourquoi on voit des gens dans les traces sur le plafond ou des chevaux dans les nuages, ou etc., etc., ni pour expliquer pourquoi, quand tu vois un tableau, tu vois quelque chose. Et tu vois d'ailleurs quelque chose aussi bien dans des miniatures persanes qui n'ont pas pour vocation d'être réalistes par certains côtés, ou d'ailleurs dans des tableaux, disons, de la période byzantine de la peinture, avant la Renaissance et avant que les peintures deviennent des portraits de gens plutôt que simplement des figurations de gens comme des symboles. Eh bien, tu as donc, ça marche de la même façon. Tu vois ce que représentent par exemple, les mosaïques de Ravenne, de la même façon que tu vois le tableau de Caravage. C'est pas deux modes de perception différents, c'est le même mode de perception à partir d'objets visuels très différents, certes, mais que ton cerveau va interpréter quand même en te donnant l'impression que tu vois la cour de. Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser et qu'on devrait toujours se poser en gardant en tête le fait que, malgré tout, la réalité de la façon dont fonctionne l'esprit humain est quelque chose qui est important et qui évite peut-être de postuler comment dirais-je, des modes de voir ou des modes de pensée, ou etc., etc., qui n'ont pas nécessairement une utilité particulière. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Hedia, bienvenue. Alors, Merci Hamdi, merci. Je suis vraiment désolée parce que là, je viens d'arriver, donc je n'ai pas suivi toute la conférence, mais heureusement qu'elle sera en ligne, donc je pourrai reprendre. Merci Hamdi. Et félicitations à Madame Anne Reboul pour le peu de choses que j'ai entendues, que j'ai suivies, parce que c'est intéressant, le comme voir, c'est intéressant. Merci beaucoup. Je t'en prie. c'est pour cette raison, on tient à enregistrer les conférences pour les mettre à la disposition des retardataires comme toi. Oui, oui, oui. Encore désolée, Voilà. vraiment. Non, mais écoute, au moins, cette notion d'immersion nous a fait, pendant un temps, oublier celle de submersion. Oui, exactement. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou Non, pas du tout. qui est à la mode maintenant, qui a fait scandale, récemment au Parlement français, tout ça. C'est une bêtise sans limite. Mais bon, nous avons des classes politiques de plus en plus stupides, alors on ne peut pas s'attendre à ce que le niveau augmente, hein, en ce moment, dans les débats. Mais bon. Non, si, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je, je t'exprime mes remerciements encore une fois, Anne, et
Et merci pour tout ce que tu as fait pour la revue, pour tout ce travail que tu es en train de faire et que tu as fait preuve ce matin que vraiment c'est d'une profondeur et d'un intérêt scientifique exceptionnel. Donc, je tiens à saluer ce travail et voilà, à saluer nos amis qui ont pris la peine ce matin de se connecter, d'être parmi nous pour écouter, discuter, apprendre et résister à la bêtise. Ah bah oui, c'est le plus important dans la vie, oui. Comment est difficile, mais bon, on est de plus en plus Et submergé par la bêtise, effectivement. Ouais. donc, je vous dis à très bientôt. On aura l'occasion le 3 février de rencontrer un Italien, un chercheur italien d'origine sarde, qui s'appelle Emanuele Fata, qui va nous parler. C'est un spécialiste de Peirce, mais aussi de Barthes. Donc, il va nous parler un peu de sémiologie. Bon, on n'est pas loin de ce que tu as essayé de faire ce matin aussi, Anne. Donc, j'apprécie beaucoup tout ce travail qui on applique, dans lequel on applique la sémiologie ou la sémiotique à la peinture. Je trouve que c'est un travail très, très prometteur. Et j'ai essayé un peu de travailler, de faire ça, mais je trouve que ça on fait pas assez en ce sens, et surtout dans les pays arabes. Je pense qu'on a besoin, par exemple dans les départements de français, j'ai essayé de faire ça un moment, il y a des années, d'introduire l'histoire de l'art avec de la sémiotique, c'est-à-dire avec la possibilité d'utiliser on va dire, outil de lecture, d'interprétation des œuvres d'art, la sémiotique persienne notamment. Et voilà. Donc je vous dis très bonne journée. Merci Oui. Hadia Bravo Hamdi, de nous bravo avoir pour ce rejoints. dynamisme, Merci vraiment bravo. Yannick, merci beaucoup. Tu étais avec nous. Ashraf du Maroc, merci beaucoup. Monsieur Sabra Habesha, merci beaucoup à tous et nos amis. C'est Luta, c'est ça? Steluta, pardon, Madame Oui, Steluta, vous êtes avec nous, oui. qui D'accord. veut dire en roumain la petite étoile, si je ne me trompe pas. Merci à tous nos amis et je Oui. vous dis à très bientôt le 3 février à 19 heures avec Emmanuel Yefata de l'Université de Cagliari en Sicile. Il interviendra en italien ou en français? En français, En français, en parfait, français. parfait. Merci Hamdi. Ah, il est Bonne déjà journée à venu vous en tous. Tunisie. Emmanuel, Ah il est oui, déjà venu par 2 fois en Tunisie. Il a participé à un grand colloque à Camoins en oui. 2013. C'est là où d'ailleurs j'ai rencontré 100 ans de Saussure. Donc Ah d'accord. il a parlé de Saussure. C'est quelqu'un qui connaît très bien la sémiologie, connaît bien Barthes et notamment Saussure, la linguistique. Et il fait un travail génial. Enfin, surtout, il va nous éclairer par rapport à ce qui se passe, aux activités en Italie, en ce sens. J'allais te poser une question sur un peu la véridicité, Anne Reboul, mais enfin, peut-être on aura l'occasion. La véridicité qui est un peu, je dis pas, euh, qui fait éclater un peu la notion de vérité et son universalité. Et on tient un discours toujours de vérité ou de sémantique par rapport à un niveau, à un domaine donné. Et qu'est-ce que tu en penses si tu veux bien, on donne, sinon on aura. C'est une notion très chère à notre ami Denis Vernon, qu'il a un peu essayé un peu de les défendre partout, la Et notion de moi, vérité. je reste pour le coup tout à fait proche de la notion de vérité, même si je pense que par contre, il y a des endroits où, comme la fiction, elle n'a pas nécessairement vocation à régner toute puissante. Mais Oui, la vérité me paraît être un phénomène un peu dangereux parce que sans probabilité, c'est ce qui explique la popularité des fausses news et des fake news et de ce genre de choses qui sont quand même, à l'heure actuelle, extrêmement dommageables pour tout le monde. Enfin, franchement, donc moi, je pour la notion de vérité et l'idée qu'il y a des vrais faits et pas simplement des faits alternatifs, etc., etc. Mais, et donc pas tellement pour la notion de véridicité. Je ne suis pas une fan des notions annexes. d'accord, Je pense que la vérité suffit à elle-même. d'accord, très bien. Très bonne journée à vous toutes et tous et Merci. à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.